Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire très célèbre qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 1980. Je sais que pour cette vidéo, la luminosité est sombre et c'est tout à fait normal puisque j'ai un énorme orgelet, c'est moche. Donc à défaut de vous mettre mes lunettes de soleil, je baisse la luminosité comme je peux afin de ne pas trop vous montrer cette immondice et que la vidéo reste assez agréable. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Johnny Gosch. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une affaire que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais je tenais à la faire parce que c'est l'une des affaires qui m'a le plus interloqué avant que je ne commence l'aventure True Crime sur YouTube, donc je vous la partage en espérant tout de même la faire découvrir à certains. Si je vous dis Johnny Gosch, le Paperboy ou encore le garçon des briques de lait, ça va sûrement vous faire remonter quelques souvenirs. John David Gosch, que tout le monde appelait Johnny, était un jeune adolescent né le 12 novembre 1969 dans la ville Des Moines en Iowa. Des Moines est une ville relativement grande située au centre de l'Iowa. Elle est connue pour son importance politique en tant que siège du gouvernement de l'État et pour abriter de nombreuses entreprises et institutions financières. Des Moines offre une variété d'activités culturelles, des parcs et des espaces verts, ainsi qu'une scène artistique en développement. La ville accueille également divers événements tout au long de l'année, notamment des festivals, des concerts et des événements même plus sportifs. De plus, la ville est traversée par la rivière des Moines, ajoutant une touche naturelle à son paysage urbain. C'est donc une ville où il fait bon vivre, où les parents peuvent élever leurs enfants sans trop d'inquiétude quant à leur sécurité, du moins jusqu'à ce qu'un terrible événement vienne perturber le calme de cette ville. Johnny avait deux frères et sœurs et ses parents étaient John et Noreen Gosch. Noreen était secrétaire tandis que John travaillait dans une entreprise d'approvisionnement agricole. Johnny a toujours été décrit comme un enfant heureux, calme et amical jusqu'au jour où il a été enlevé. La vie de Johnny avait été parfaitement ordinaire. À présent, petit bond dans le temps en 1982, lorsque tôt le dimanche matin du 5 septembre, le jeune Johnny Gosch, alors âgé de 12 ans, a commencé à livrer le journal du matin. C'était une activité que le jeune homme faisait très régulièrement, une manière de gagner quelques dollars et de se responsabiliser assez jeune. Johnny livrait durant la semaine le journal dans l'après-midi, mais celui du dimanche était très tôt le matin. Malheureusement, cette matinée fut bien différente des autres et surtout bouleversante pour la famille Gosch et même leur entourage. Entre 6h et 7h ce matin-là, Johnny a littéralement disparu des radars, le jeune homme n'a plus jamais été aperçu depuis ce jour. Johnny aurait disparu de la 42e rue et de Marcourt Lane sans laisser de traces et s'en est suivi une enquête faramineuse pour retrouver l'adolescent. À ce jour, le garçon de 12 ans, qui devrait en avoir 55 aujourd'hui, est toujours considéré comme une personne disparue. Bien que cela fasse déjà plusieurs décennies que Johnny est disparu, son cas est toujours considéré comme ouvert. L'adolescent avait toujours insisté sur le fait qu'il était assez grand pour terminer son itinéraire de livraison de journal seul, mais son père accompagnait généralement l'enfant de 12 ans le dimanche parce que les journaux étaient plus lourds que d'habitude. Johnny suivait normalement la même routine tous les dimanches, il se lève tôt, s'habillait et réveillait son père. Les deux se rendaient ensuite à pied à 2 pâtés de maison de là pour aller jusqu'au site de dépôt des journaux où Johnny chargeait ses paquets de journaux dans son chariot rouge. Toutefois, le dimanche 5 septembre 1982, malgré l'interdiction formelle de ses parents la veille pour que ce dernier livre seul ses journaux, Johnny s'est levé un petit peu plus tôt et n'a pas réveillé son père comme il le faisait d'habitude. Au lieu de ça, vers 5h45 du matin, il s'est tranquillement glissé hors de la maison, ne prenant avec lui que son teckel, Gretchen, pour compagnie. Johnny, remorquant le chariot rouge qu'il utilisait pour transporter ses journaux,
s'est dirigé vers le site de dépôt du registre de la ville pour récupérer les papiers dont il avait besoin pour les 37 clients sur sa route. À un moment donné, lors de cette courte promenade, il a rencontré un ami qui est âgé de 15 ans, qui était également livreur pour le même registre. Les deux garçons ont ramassé leurs journaux ensemble, puis sont partis dans des directions opposées pour terminer leur itinéraire. John et Noreen n'avaient aucune idée que Johnny avait quitté la maison sans réveiller son père. Ils se sont réveillés lorsque le téléphone a sonné vers 7h30, quand l'un des clients de Johnny a appelé pour demander pourquoi son journal n'avait pas été livré ce matin-là. Johnny avait travaillé dans la même rue tout au long de la dernière année, donc les voisins savaient très bien que c'était lui qui devait s'en charger, et il n'avait jamais failli à sa tâche de livrer ses journaux à temps. Au téléphone, le père de l'enfant s'est excusé auprès de l'homme et a dit qu'il pensait que son fils ne s'était sûrement pas réveillé. Sans attendre, John est entré dans la chambre de Johnny pour le réveiller, mais a été surpris de constater qu'il n'était pas dans son lit. Comprenons alors que le jeune garçon n'était pas de la maison non plus. Inquiet, John s'est rapidement habillé et est sorti dans la rue pour voir s'il apercevait son fils. Il a commencé à marcher en direction du bureau des registres des moines, et sur le chemin, à moins de 2 pâtés de maison, John a trouvé le chariot rouge de son fils. Il y avait 37 journaux à l'intérieur de ce chariot, ce qui signifie que Johnny n'avait fait aucune de ses livraisons ce matin-là. Confus de cette situation, ne comprenant pas ce qu'il se passait, John a rapidement terminé l'itinéraire habituel de son fils pour lui, puis est retourné à la maison. En rentrant, le père de famille a directement prévenu sa femme, Noreen, de ce qui se passait, et elle a appelé la police afin de signaler la disparition de leur enfant. Au moment de sa disparition, Johnny était en 7e année à l'Indian Hills Junior High School, où il était membre de l'équipe de football et assez populaire auprès de ses camarades de classe. Il avait également pris des leçons de karaté, il savait comment se défendre, c'était un enfant bon sous tout rapport, qui n'a jamais eu de problème avec personne. Alors évidemment, il était la dernière des personnes à laquelle on s'attendait à ce qu'il lui arrive quoi que ce soit. La chienne de la famille avec qui Johnny était parti ce matin-là est rentrée de son côté toute seule à la maison durant le même temps, et les parents de l'enfant ont attendu 45 minutes avant que la police n'arrive enfin sur place et prenne leur déclaration. Entre-temps, Noreen a commencé à appeler les autres jeunes qui livraient le journal et qui avaient ramassé leurs papiers dans la même région que son fils. Certains des autres livreurs avaient bel et bien vu Johnny ce matin-là à la collecte de journaux et n'avaient rien à signaler concernant le garçon. Toutefois, certains des livreurs, dont un nommé Mike, a vu Johnny parler à un homme qui était dans une voiture bleue foncée garée près de là où le chariot de Johnny a été retrouvé. Environ 30 policiers ont participé à la recherche initiale de l'enfant de 12 ans, et ils ont rapidement été rejoints par des dizaines de voisins et d'amis de la famille, tous espérant que Johnny se présenterait avec une bonne explication de l'endroit où il avait été. Pendant que les chercheurs parcouraient les rues du quartier, les détectives ont commencé à chercher des témoins qui auraient pu voir Johnny après qu'il ait quitté sa maison ce matin-là. Nous avons donc Mike qui a aperçu Johnny parler avec un homme dans la voiture bleue, l'ami de Johnny âgé de 15 ans qu'il avait croisé avant que leur chemin ne se sépare, et qui d'ailleurs a lui aussi eu des déclarations à faire ce matin-là. En effet, ce dernier a dit au détective que lui et Johnny avaient ramassé leurs journaux à la même heure ce matin-là, et qu'il a remarqué que pendant qu'il se rendait au bureau du registre, un homme dans une voiture bleu foncé est passé devant eux à 3 reprises, s'arrêtant 2 fois pour demander l'itinéraire vers la 86e rue. Lorsque Johnny et son ami se sont séparés après avoir ramassé leurs papiers, le jeune homme âgé de 15 ans a vu que Johnny s'était arrêté à quelques pâtés de maison du bureau et parlait à un homme portant une casquette de baseball. Toutefois, ce dernier ne pouvait pas dire avec certitude si c'était le même homme qui avait demandé l'itinéraire plus tôt dans la voiture bleue ou non. Le jeune homme âgé de 15 ans avait observé Johnny pendant quelques secondes et avait remarqué qu'il ne semblait ni nerveux ni contrarié. Gretchen, la chienne du garçon qui, habituellement, aboyait si elle ne se sentait pas en sécurité, se tenait tranquillement aux côtés de Johnny. Pensant que son ami connaissait la personne à qui il parlait, l'adolescent de 15 ans s'en est allé livrer ses journaux comme d'habitude et n'a depuis plus jamais revu Johnny ni même l'homme en question. Un autre témoin nommé John Rossi avait également vu l'homme dans la voiture bleue. Ce dernier avait d'ailleurs pensé que c'était étrange que l'homme traîne par ici à une telle heure alors qu'il ne vivait même pas dans le quartier. Johnny aurait dit aux autres garçons qu'il y avait quelque chose d'étrange chez le gars dans la voiture et qu'il allait faire sa tournée rapidement avant de rentrer à la maison pour se mettre en sécurité.
L'un des garçons avait regardé un grand homme marcher vers Johnny pour lui parler. L'homme aurait suivi Johnny au coin de la rue où ils étaient alors hors de la vue du témoin. Puis le garçon a entendu une porte de voiture claquer, un bruit qu'un autre garçon qui dormait dans sa chambre à proximité avait également entendu. Un claquement de porte qui l'avait tellement interpellé qu'il avait regardé par la fenêtre pour voir ce qu'il se passait, voyant alors une voiture bleue s'éloigner. John Rossi avait jeté un coup d'œil au numéro de plaque d'immatriculation de la voiture à l'époque, mais n'a pu se rappeler de quoi il s'agissait exactement. Quelque temps plus tard, l'adolescent avait été soumis à l'hypnose et a pu se souvenir partiellement d'un numéro de plaque, plaque que la police a pu vérifier en partie et a déterminé qu'il s'agissait d'une voiture immatriculée dans le comté de Warren, dans l'Iowa. Bien que certains ont pu penser à une fugue du garçon, Johnny n'était clairement pas le genre d'adolescent à décider de prendre la fuite alors que d'ailleurs, il était très bien chez lui. De ce fait, Lou Cook, le directeur de la circulation du district du Des Moines Register, a déclaré à la police que Johnny avait toujours été un employé fiable, disant d'ailleurs ceci à propos du garçon. C'est un adolescent vraiment gentil, très bien élevé. Il a un bon bilan, un bon record de service, un bon record de collecte, un bon record de vente. C'est un garçon responsable et il l'a toujours été. L'année précédente, Johnny avait même remporté un concours de vente et a pu faire un tour en avion au-dessus de la ville de Des Moines. Donc c'est pour dire à quel point le jeune homme semblait vraiment bon sous tout rapport. Malheureusement, malgré toutes ces déclarations qui allaient plutôt dans la faveur que le jeune homme avait été kidnappé plutôt que d'avoir fugué, eh bien au début la police n'était clairement pas convaincue que Johnny avait été enlevé. Ils ont informé les parents de Johnny que le garçon disparu ne pouvait pas être classé comme une personne disparue avant au moins 72 heures. Et comme vous le savez, 72 heures est extrêmement long dans une affaire comme celle-ci. Ce retard était incroyablement stressant pour toute la famille Ghosh, qui voulait désespérément que la police commence immédiatement la recherche. La police a d'abord cru que Johnny s'était simplement enfui. Ils ont demandé aux parents de l'enfant si la vie familiale du garçon se passait bien, et s'il avait été malheureux pour quelque raison que ce soit. Ils cherchaient désespérément quelque chose qui allait corroborer leur théorie selon laquelle il n'était qu'un autre enfant en fugue parmi tant d'autres. Mais malheureusement, il ne l'était pas. Un ami de la famille a travaillé avec les parents afin d'organiser une recherche locale dans l'espoir de trouver Johnny, en attendant que la police veuille bien faire son travail. Malheureusement, il n'y avait aucun signe de Johnny nulle part. Des centaines de bénévoles s'étaient joints à la recherche, cherchant dans les parcs, les terrains vacants, les zones boisées ainsi que les fossés. Ils ont fouillé le parc d'État voisin situé à une dizaine de kilomètres de là, et même la rivière. La recherche a été difficile, infructueuse, car il avait commencé à pleuvoir abondamment après la disparition de Johnny, pouvant, en plus de ça, éventuellement, enlever des traces sur une potentielle scène de crime, ralentissant grandement toutes les recherches. Afin de convaincre les policiers que l'enfant n'avait pas fugué, Noreen, sa mère, a souligné que Johnny avait laissé toutes ses affaires ainsi que son argent à la maison. Il avait d'ailleurs récemment utilisé une partie de l'argent qu'il avait économisé de son travail de livreur pour s'acheter une moto et une nouvelle paire de baskets Adidas. S'il avait prévu de s'enfuir de chez lui, il aurait pris tous ses articles avec lui et c'est d'ailleurs bien plus simple de s'enfuir en moto qu'à pied. Des amis ont également déclaré qu'il n'y avait aucun moyen que Johnny soit volontairement allé quelque part avant de terminer son itinéraire, en grande partie parce que les livreurs sont facturés 75 cents pour chaque journaux qu'ils n'ont pas livré. Johnny n'avait livré aucune des maisons sur son itinéraire avant sa disparition, sa présumée fugue, ce qui signifie qu'il devrait payer à l'entreprise 27,75 $. Le patron a dit à la police que Johnny n'avait jamais dû d'argent auparavant parce qu'il était méticuleux pour s'assurer qu'il se rendait à chaque maison sur sa route. Tout comme les amis et familles de l'enfant, son patron était persuadé que quelque chose de terrible était arrivé à l'enfant. Malgré tout, les policiers ont dit aux journalistes qu'ils ne sautaient sur aucune conclusion, bien que tout le monde ait convenu qu'il était hors de caractère pour Johnny d'aller n'importe où sans le faire savoir à ses parents. Il n'avait trouvé aucune preuve d'enlèvement. L'enquêteur en charge de l'affaire, Steve Hoffman, avait également déclaré ceci. Nous n'avons tout simplement rien à faire à ce stade. Nous ne pensons pas que ce soit un jeu déloyal, il est juste répertorié comme une personne disparue. Et pire encore, un geste qui m'a vraiment déçu et choqué, c'est qu'à un moment donné au cours de la recherche, Noreen Ghosh avait insisté sur le fait que le chef de la police, Orval Cooney, s'était tenu sur une table du parc et avait utilisé son mégaphone pour s'adresser à la foule des habitants qui cherchaient Johnny, leur disant qu'ils devaient arrêter de regarder, de rechercher autour d'eux,
parce que Johnny n'était qu'un fugueur. Toutefois, étant donné que Noreen et Orval Cooney avaient une mauvaise relation, la version des événements de Noreen devait tout de même être prise avec des pincettes. En effet, elle l'avait déjà poursuivi à plusieurs reprises, le qualifiant d'alcoolique incompétent, tandis qu'à d'autres moments, elle se référait au chef de la police, donc Orval, comme l'ivrogne de la ville. Elle avait assisté aux réunions du conseil municipal, amenant son avocat avec elle, et les choses s'étaient rapidement échauffées entre eux. Orval Cooney semblait avoir la même haine envers Noreen Ghosh, mais dans ce cas, la mère de famille n'était pas la seule à avoir un mauvais avis sur la personne d'Orval. Le policier n'avait clairement pas une bonne réputation dans la ville, étant toujours ramené à un événement passé alors qu'il n'avait que 17 ans. L'adolescent, à l'époque, avait été arrêté en 1951 après avoir amené un adolescent faire un tour avec certains de ses amis et avait sévèrement battu l'adolescent en question. Ce passage à tabac lui avait valu une peine de prison de 30 jours après qu'Orval ait plaidé coupable d'agression avec l'intention d'affliger de grandes blessures corporelles. Outre cet événement, où l'on peut largement se dire qu'il était jeune et qu'il était peut-être devenu meilleur avec le temps, d'autres choses se sont tout de même ajoutées à la liste, n'aidant clairement pas la communauté à apprécier ce dernier et à avoir confiance en lui, et d'ailleurs même au reste des policiers de son équipe. Lors de l'année 1982, le Des Moines Tribune avait publié une histoire sur Orval Cooney. Ils avaient interrogé 18 employés du service de police de West Des Moines, dont 14 agents de patrouille. Lorsqu'on leur a posé des questions sur leur expérience personnelle de travail avec Orval, les employés ont parlé de la façon dont le chef de la police avait agressé physiquement un prisonnier menotté et qu'il a souvent menacé et harcelé ses propres agents. Ils ont déclaré au journal qu'il y avait eu une enquête sur un cambriolage qui avait été entaché alors que l'un des fils d'Orval avait été impliqué dans le crime. Est-ce que c'est vraiment étonnant que certains policiers couvrent le crime de leurs enfants ? Il y avait aussi eu beaucoup de rumeurs sur le fait que le chef de police sentait régulièrement l'alcool, ou encore qu'il y avait des canettes de bière vides dans le véhicule de l'homme. Dans tout ça, on n'oublie pas non plus les allégations de racisme et de sexisme, dans lesquelles Orval aurait utilisé à plusieurs reprises le N-word, et avait également déclaré à haute voix à plusieurs reprises qu'il refuserait catégoriquement toujours d'embaucher des femmes ou des employés noirs au poste de police. Lorsque l'article est sorti sur l'homme, les allégations faites contre le chef de la police Orval Cooney ont suffi à ouvrir une enquête sur lui. Cependant, il n'a fait face à aucune répercussion pour quoi que ce soit. Au lieu de ça, les seuls qui ont été punis étaient les lanceurs d'alerte qui s'étaient présentés. Les pauvres. Beaucoup de policiers ont été réprimandés pour s'être présentés et 2 des officiers ont carrément été licenciés. La raison donnée pour laquelle ils ont été virés de leur emploi était une inconduite qui avait eu lieu des mois auparavant, comme par hasard. Bien évidemment, il y a eu une réaction de la part de ces agents licenciés et le journal a publié des lettres cinglantes sur la question. Orval Cooney a pu passer à travers l'enquête sans être puni pour son comportement odieux et il a également réussi à garder son emploi, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le chef de police qui était en même temps chargé de s'occuper de Johnny Ghosh, dont il avait une dent clairement contre sa mère. En tout cas, dans l'espoir d'apporter quelques conseils sur l'endroit où se trouve Johnny, Michael Gartner, le président de la Des Moines Register and Tribune Company, a annoncé que le journal offrait une récompense de 5 000 $ pour des informations menant au retour en toute sécurité de Johnny. La société de journaux a également averti tous ses livreurs, dont la plupart étaient de jeunes garçons comme Johnny, d'être conscients de leur environnement et d'alerter immédiatement quelqu'un s'ils croyaient qu'ils étaient suivis lors de la réalisation de leur tournée. La recherche de Johnny s'est poursuivie tout au long de la journée du dimanche, mais aucun indice sur son endroit où il se trouve n'a été trouvé. Le lendemain, le lundi matin, la nouvelle s'était répandue au sujet du garçon disparu et plus de 1000 personnes avaient abandonné leur festivité de la fête du travail afin de se joindre à l'effort de recherche. Alors que certains bénévoles marchaient côte à côte dans les champs, faisaient d'énormes battues dans les terrains à West Des Moines, d'autres traversaient les comtés de Dallas, Warren et Polk, vérifiant soigneusement les fossés le long des routes rurales et des autoroutes. La famille Ghosh a eu beaucoup de mal à tenir psychologiquement tant c'était épuisant. Les 2 parents étaient en pleine souffrance, mais ils savaient qu'ils devaient continuer à se battre pour Johnny, essayant de le trouver et d'obtenir des réponses. La police était toujours convaincue que leur fils était un fugueur,
Et il ne faisait d'ailleurs pas grand-chose pour essayer de réellement trouver Johnny à part les choses les plus basiques. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de rançon, aucun motif qui pouvait déterminer pour que ce garçon se fasse kidnapper un dimanche matin, alors pour eux c'était sûr et certain impossible que le garçon puisse être kidnappé. Lorsque la famille Ghosh a essayé de travailler avec la police au sujet de leur fils, ces derniers insistaient toujours sur le fait que Johnny s'était simplement enfui de chez lui. Le courant ne passait pas entre eux. Ils semblaient coincés sur cette idée, peu importe ce que les parents de Johnny pouvaient bien leur dire. La famille Ghosh a même tenté de contacter le FBI dans l'espoir qu'ils allaient les aider dans cette enquête, mais le FBI eux-mêmes leur a répondu qu'ils n'allaient pas du tout être impliqués dans cette affaire. Les parents du garçon disparu ont donc commencé à distribuer une multitude de photos de leur fils aux médias pour que son visage soit reconnu par le plus grand nombre. Ils ont fait imprimer plus de 10 000 affiches qui ont été envoyées aux gares routières, aux stations-service, à la police, au coroner, aux médias, à toute personne qui, finalement, selon eux, pourrait être en mesure d'aider pour retrouver leur enfant. Les parents de Johnny avaient également engagé un dessinateur pour dessiner l'homme que les témoins avaient vu dans la voiture bleue. Ils ont clairement fait tout le travail que les policiers auraient dû faire eux-mêmes. Ses parents ont fait tout leur possible pour ébruiter au maximum l'affaire au sujet de la disparition de leur fils et ont demandé à énormément de résidents de Des Moines de les aider dans leur quête. Certaines personnes les ont aidés à vendre des tablettes de chocolat et d'autres articles dans les parkings des épiceries pour collecter des fonds pour les enquêteurs privés, tandis que d'autres ont fabriqué des chemises ainsi que des casquettes, des chapeaux avec le visage de Johnny dessus pour qu'il soit vu, encore une fois, par un maximum de personnes. Les résidents de la ville se souciaient tous du sort de Johnny et ils voulaient ramener le garçon à la maison, là où il devait être, auprès de ses parents. De nombreux parents, clairement, craignaient pour la sécurité de leurs propres enfants et ont depuis gardé un œil sur leur chérubin de plus près. La recherche a été interrompue tard le lundi soir et le chef de la police de West Des Moines, Orval Cooney, a admis que le manque d'indices était décourageant, déclarant alors ceci. Le facteur temps est quelque chose dont nous ne sommes pas heureux, mais nous n'avons rien pour nous faire croire qu'il n'est pas vivant. Des témoins ont vu 2 véhicules dans la région au moment où Johnny a disparu, une voiture bleu foncé avec une plaque d'immatriculation du comté de Warren et une Ford Fairmont argentée avec une bande noire. Le chef Cooney a alors fait appel au conducteur en déclarant qu'il désirait juste poser quelques questions, que personne n'était suspecté, mais bien sûr, malgré ça, personne ne s'est jamais présenté. Le mardi, John et Noreen ont lancé un appel public pour le retour de leur fils. Ils étaient convaincus qu'il avait été enlevé et ils étaient prêts à faire tout ce qu'ils avaient à faire afin de le récupérer. Lorsque des journalistes ont demandé au père de famille s'il avait un message pour la personne qui a son fils entre ses mains, John a répondu que s'ils veulent quelque chose, qu'ils leur disent ce que c'est. Et Noreen a ajouté qu'ils vivaient le pire cauchemar que tout parent pouvait vivre un jour dans leur vie. La recherche du mardi, soit 48 heures après la disparition de Johnny, s'est concentrée sur la rivière Raccoon, le parc d'état de Walnut Woods et la région de Brownswood. Les bénévoles à pied et à cheval ont parcouru la zone fortement boisée pendant plusieurs heures d'affilée, mais n'ont trouvé encore une fois aucun indice sur l'endroit où se trouvait Johnny. Le chef Cooney a admis qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Johnny, que les enquêteurs n'avaient aucune preuve concrète indiquant un jeu déloyal puisque personne n'a entendu de cris ou de lutte au moment où Johnny a disparu, mais qu'il semblait peu probable que l'enfant de 12 ans ait décidé de partir tout seul. Avec peu de pistes à leur portée, les enquêteurs ont fait appel à Greta Alexander, une médium autoproclamée qui avait aidé diverses agences d'application de la loi dans le passé. Greta a déclaré aux enquêteurs qu'elle pensait que Johnny était vivant, mais qu'il était détenu quelque part contre sa volonté. Bien qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir des informations sur qui avait emmené le garçon ou où il avait été détenu, ça avait tout de même aidé plus ou moins ses parents à avoir l'espoir de continuer leur recherche. Ces paroles ont été bien accueillies par les parents de Johnny qui cherchaient désespérément un signe que leur fils était encore en vie. Le mercredi, le jeune Johnny est porté disparu depuis déjà 72 heures et des membres de la police d'État de l'Iowa ont utilisé un avion afin d'effectuer une fouille aérienne de la ville et des environs. Ils ont également demandé aux résidents des zones rurales du comté de se promener dans leurs propriétés et de vérifier tout ce qui est hangar, grange et même garage à la recherche d'indices potentiels, peut-être que le garçon s'était lui-même caché quelque part. À la fin de la semaine, la récompense pour les informations menant au retour en toute sécurité de Johnny était montée à 33 000 $,
comprenant 25 000 $ recueillis par des amis de la famille gauche et de plus petites contributions des entreprises et des résidents locaux. Les enquêteurs ont reçu des dizaines de conseils, mais aucun d'entre eux ne les a rapprochés de la recherche de Johnny. Tôt le dimanche matin, les enquêteurs sont retournés dans la zone où Johnny a été vu pour la dernière fois. Ils ont arrêté les automobilistes et les piétons, demandant si l'un d'entre eux avait été dans la région à la même heure la semaine précédente. Ils espéraient finalement trouver quelqu'un qui avait vu Johnny dans les minutes qui ont précédé sa disparition. Mais personne à qui ils ont parlé n'a été en mesure de fournir des informations utiles. John et Noreen Gosch sont restés en contact avec des journalistes dans différents journaux, ont également fait des apparitions dans des émissions de télévision pour parler de leur fils, mais ces apparitions ont été à double tranchant pour cette famille. Si certains voyaient Noreen comme une mère en deuil, d'autres la voyaient plutôt comme une femme qui était hystérique. Son image publique a été rapidement ternie, notamment parce que cette dernière a parlé ouvertement de son dédain pour la police, critiquant à quel point ils étaient inutiles dans l'avancée de l'enquête. Effectivement, c'est peut-être pas forcément quelque chose à dire au grand public si tu veux le soutien de ces personnes. Toutefois, on peut quand même comprendre le désespoir de cette pauvre mère qui ne veut finalement qu'une seule chose, retrouver son enfant. Se sentant abandonnée par la police, Noreen a fait tout son possible pour se souvenir des moindres détails de la vie de son fils afin de trouver le moindre indice qui pourrait le relier à son enfant. Noreen a continué de passer en revue tout ce qu'elle avait en mémoire, essayant de comprendre ce qui était arrivé à Johnny. Peut-être que finalement, ça avait un lien avec l'une de ses connaissances. Personne ne le savait à ce stade de l'enquête. La pauvre mère de famille, désemparée, avait l'impression d'avoir raté quelque chose, jusqu'à ce qu'un souvenir lui soit revenu à l'esprit. Ce souvenir concernait un incident qui avait eu lieu 2 jours avant la disparition de Johnny. La famille était allée à la Valley High School pour regarder le match de football de l'école de leur fils. Johnny, à un moment, s'est éclipsé pour acheter à la boutique du popcorn, mais n'est pas revenu tout de suite. Alors son père est allé le chercher et a trouvé son fils sous les gradins, en train de parler avec un policier. Le père de ce dernier se demandait quel était le contenu de la conversation entre Johnny et ce policier et lui a posé quelques questions à ce sujet. Johnny ne semblait pas contrarié par l'interaction et il a dit que le policier était gentil avec lui. Mais ses parents étaient tout de même inquiets. Il semblait étrange que le policier éloigne son fils de la foule et lui parle en privé sous des gradins qui en plus de ça sont vachement sombres. Quand ils ont demandé à Johnny pourquoi il était prêt à partir avec le policier, il avait simplement expliqué qu'il lui avait parlé parce que les gens, c'est ce qu'ils sont censés faire lorsque la police leur dit de faire quelque chose. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se préparait à quitter le match de football, Johnny a revu ce policier de loin et l'a montré à sa mère, qui s'était de son côté assurée de bien regarder son visage par mesure de sécurité. Lorsque Noreen s'est souvenue de cet incident, elle a essayé de parler au policier en question pour savoir ce qui s'était passé entre lui et Johnny. Mais avant de pouvoir parler au policier, elle devait d'abord savoir qui il était. Alors elle a d'abord pris rendez-vous avec le service de police de Wayne Des Moines et ensuite, avant ce rendez-vous, elle a contacté le conseil scolaire et a demandé une liste de tous les policiers qui ont été embauchés pour travailler à la sécurité au match de football de son fils. Noreen a évidemment apporté cette liste au poste de police lorsqu'elle a rencontré Orval Cooney pour avoir d'autres renseignements. Au cours de cette réunion, avec l'homme qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, il y avait des photos de tous les policiers disposés sur la table, et Noreen a pu les regarder avec toute son attention. Malheureusement, et curieusement, elle n'a pas pu identifier l'homme qu'elle avait vu au match de football sur les photos présentes. Noreen a suggéré qu'il pourrait y avoir des photos manquantes, et effectivement, quelqu'un s'est finalement levé et est revenu avec quelques photos supplémentaires. C'est alors que la mère de famille a reconnu l'homme qui avait parlé à Johnny lors du match de football. Noreen voulait des réponses, alors elle a essayé de demander si elle pouvait parler à l'officier qui avait été au match de football afin de mieux comprendre sa conversation avec Johnny. Malheureusement, le chef de la police, Orval, a été profondément irrité par cette suggestion, montrant à quel point ça le rendait furieux qu'elle ait une telle requête. Orval a insisté sur le fait que Noreen n'était pas autorisée à parler avec l'officier, ce qui a conduit à cette dernière à penser qu'il essayait peut-être de cacher quelque chose, et donc vous vous imaginez à quel point les tensions ont pu encore monter entre ces deux personnes. L'officier de police a tout de même été interrogé bien plus tard et il est apparu que sa conversation avec Johnny n'était clairement pas liée avec son enlèvement. Alors que l'enquête entrait dans sa 2e semaine de recherche, la recherche physique de Johnny a finalement été annulée. Les policiers se sont plutôt concentrés sur l'essai d'identifier les 2 voitures qui ont été vues dans la région au moment où Johnny a disparu,
et ont parcouru des centaines et des centaines de dossiers d'immatriculation des véhicules, mais comme ils n'avaient finalement qu'une description vague des voitures, c'était vraiment une tâche fastidieuse et plus une perte de temps qu'autre chose. Au fur et à mesure que les jours passaient sans aucun signe de Johnny, les détectives ont admis qu'il avait été, très probablement, emmené quelque part en dehors de la région de Des Moines. Yes, super, il aura tout de même fallu 2 semaines avant qu'ils avouent peut-être s'être trompés sur le fait que le jeune homme avait fait une fugue. Il a alors été estimé que Johnny avait été enlevé environ 12 minutes après avoir quitté la maison ce matin-là. Puis subitement, un jour, Noreen a déclaré aux journalistes qu'elle croyait que Johnny aurait pu être enlevé par The Way International, un culte religieux qui traînait dans le coin, déclarant qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui enlèvent des jeunes enfants et qu'elle l'avait vérifié par elle-même. Cependant, elle ne voulait pas dire de qui elle avait obtenu ces informations, et les enquêteurs ont déclaré de leur côté qu'ils n'étaient au courant d'aucune secte qui kidnapperait un enfant qui n'avait aucun lien de parenté avec ses membres. Quoi qu'il en soit, au cours du mois qui a suivi la disparition de Johnny, il y avait eu quand même pas mal d'observations aux États-Unis du garçon. Enfin, on pensait. Un jeune adolescent avait été repéré au coin d'une rue à Tulsa, en Oklahoma, avait crié à l'aide d'une femme qui se tenait à proximité et lui avait dit qu'il s'appelait John David Ghosh. Cependant, 2 hommes l'avaient rapidement attrapé et l'avaient traîné bien plus loin. La femme n'était apparemment pas allée voir la police tout de suite parce qu'elle n'avait pas été au courant de l'enlèvement de Johnny avant des mois plus tard. C'est lorsqu'elle a vu sa photo à la télévision et qu'elle a reconnu le garçon qu'elle avait vu à Tulsa qu'elle a pu enfin réunir les forces de l'ordre. Malheureusement, c'était déjà bien trop tard. Ensuite, léger petit rebondissement dans l'enquête le 30 septembre 1982, lorsque Noreen a déclaré aux journalistes que sa vie était menacée parce qu'elle était devenue publique, avec le fait qu'elle pensait que Johnny avait été enlevé par The Way International. Elle a affirmé qu'un homme l'avait appelé et avait déclaré ceci. « À cause de ce que vous avez dit à la télévision, votre vie est en danger, jeune fille. » Elle croyait que l'appelant anonyme était un membre de la secte qui essayait de lui faire peur afin qu'elle renonce à la recherche de son enfant. Le lendemain, Noreen a reçu un autre appel téléphonique d'un homme et que le groupe avait Johnny en leur possession. La femme a alors reçu l'instruction de livrer 25 000 $ à une adresse précise à Uncanny dans l'Iowa si jamais elle voulait que son fils revienne. Noreen a immédiatement appelé la police qui a déterminé que l'adresse qui lui avait été donnée n'existait finalement pas et quelques jours plus tard, les enquêteurs ont arrêté 3 mineurs d'Uncanny et les ont accusés de harcèlement pour avoir fait l'appel à la rançon, qui n'était finalement rien de plus qu'un canular cruel de la part de petits. Des observations de l'enfant ont été signalées au Nouveau-Mexique, au Texas, en Oklahoma et dans d'autres États des États-Unis. Un homme avait vu un garçon qui ressemblait également à Johnny, avec un homme qui ressemblait à la personne dans le dessin d'esquisse que l'artiste avait fait un petit peu plus tôt, mais malheureusement, dès qu'une observation était signalée, la famille Ghosh, elle, espérait que ce soit leur petit Johnny. Mais à chaque fois, ils ont été déçus d'apprendre que ce n'était finalement pas le cas. Ils voulaient tellement que ce soit lui à chaque nouvelle piste qu'ils fonçaient dedans à chaque fois tête baissée. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, leur optimisme s'est lentement désintégré. 1 mois après la disparition de Johnny, les détectives avaient encore du mal à trouver des pistes solides sur l'endroit où il pouvait éventuellement se trouver. Malgré les appels au public répétés, ils n'avaient pas été en mesure d'identifier le conducteur de la voiture bleue ou de la Fairmount argentée, et bien que les détectives aient continué à dire qu'ils n'avaient aucune preuve de jeu déloyal, ils ont quand même demandé à John et Noreen s'ils seraient prêts éventuellement à passer des examens polygraphiques sur la disparition de leur fils. Mais le couple a refusé, puisque John a déclaré avec indignation aux journalistes qu'il pensait que la police se concentrait sur les membres de la famille parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de véritables pistes. Alors, afin de faire semblant qu'ils pouvaient faire avancer l'enquête, eh bien, ils ont décidé de s'en prendre à eux. Le chef de la DCI de l'Iowa, Shanahan, a déclaré que ni John ni Noreen n'étaient soupçonnés d'être impliqués dans la disparition de leur fils. Mais malgré tout, eh bien, les tensions ne se sont clairement pas calmées entre les parents de Johnny et la police. Près de 2 mois après la disparition de Johnny, la police a fait une autre tentative pour essayer d'identifier l'homme qui a été vu en train de parler à Johnny le matin de sa disparition. Après de longues entrevues avec des témoins qui ont vu l'homme,
Les détectives ont publié une description mise à jour de lui. Il était au milieu de la trentaine, pesait environ 90 kg, avait les cheveux foncés et le teint bronzé, et on sait que l'homme avait demandé l'itinéraire, puis avait conduit sa voiture bleu foncé sur la 39e rue à une vitesse élevée. Les détectives avaient passé en revue les dossiers d'immatriculation et vérifié plus de 5000 véhicules argentés et bleus sans succès. Ils ont une fois de plus plaidé pour que les conducteurs se rendent d'eux-mêmes. Malheureusement, encore une fois, sans surprise, personne ne s'est dénoncé. Toujours convaincus que la police ne faisait pas assez pour trouver leur fils, John et Noreen ont recruté des dizaines de leurs amis pour les aider à distribuer des affiches de personnes disparues dans tout le pays. Et ils ont envoyé plus de 35 000 affiches aux services de police de tous les États-Unis en espérant que l'on finirait par atteindre quelqu'un qui reconnaîtrait enfin Johnny. Noreen cherchait désespérément un coupable pour la disparition de son fils et a même commencé parfois à avoir des comportements qui n'ont fait finalement que retourner une partie du public contre elle. En effet, au cours des années 80, elle a publiquement dénoncé les homosexuels en tant que responsable de la disparition de son fils. Noreen a insisté sur le fait que les hommes homosexuels étaient des prédateurs envers les enfants et qu'ils devaient faire l'objet d'une enquête, simplement pour leur sexualité. Sympa. Bien que Noreen était convaincue que son fils était encore en vie, elle a finalement admis qu'un médium lui avait récemment dit que Johnny était mort et qu'il serait retrouvé à moins de 2 km de la maison, mais encore une fois, malgré plusieurs recherches, ça n'a rien donné. Ce médium a affirmé que le corps de Johnny était couché face vers le bas, près d'un ruisseau, près d'une autoroute interétatique, mais encore une fois, rien n'a été trouvé. Mais vous verrez, ce ne sont pas les seuls rebondissements que vous allez voir dans l'enquête, l'affaire est encore longue. En tout cas, concernant les dires de ce fameux médium, Noreen croyait qu'elle reconnaissait le domaine que le médium décrivait et a recruté 70 bénévoles pour l'aider à le rechercher. Ils n'ont, encore une fois, rien trouvé. Toujours durant l'année 1982, Noreen Gosch a créé la Johnny Gosch Foundation où elle a pris la parole lors de divers séminaires et se rendait dans des écoles afin de discuter sur les prédateurs sexuels dans l'espoir de sensibiliser le public au sujet. Les parents avaient peur que leurs enfants ne soient également pris au piège et ils ont commencé à surveiller de plus près leurs enfants. Des programmes tels que Neighborhood Watch, je pense que ma prononciation est affreuse, que Neighborhood Watch sont devenus extrêmement populaires à cette époque car les parents avaient peur de laisser leurs enfants se promener trop loin de chez eux et étaient déterminés à faire en sorte que tout le monde s'occupe des enfants de la région. D'autres programmes sont nés tels que Stranger Danger et Operation Kids qui essayaient d'enseigner aux enfants des conseils de sécurité et des entretiens avec des policiers locaux. Les habitants de Des Moines ont également été encouragés à garder les lumières de leur Porsche allumées pour les livreurs de journaux et les filles afin de les garder plus en sécurité. Alors que 1982 touchait à sa fin, Noreen a annoncé que les enquêteurs privés avaient identifié un homme qui, selon eux, tenait Johnny captif, mais ils ont refusé de partager cette information avec le service de police en charge de l'affaire. Lorsque les journalistes lui ont demandé pourquoi le couple n'avait pas parlé à la police du suspect potentiel, John a déclaré qu'il ne voulait pas se précipiter concernant cette piste. Toutefois, selon ce père de famille, les détectives privés ont interrogé le suspect et il aurait admis avoir kidnappé Johnny. John et Noreen ont peut-être été frustrés par la police, mais la police était tout autant frustrée par le couple. Ils les ont mis tout de même en garde contre le fait de continuer à divulguer autant d'informations aux médias, notant que cela pourrait largement compromettre tout effort futur visant à poursuivre la personne responsable de la disparition de Johnny. Les policiers se sont également interrogés sur la raison pour laquelle le couple refuserait d'impliquer la police après avoir affirmé que quelqu'un avait avoué avoir enlevé leur fils. En janvier 1983, la police a finalement déclaré qu'elle était au courant de la personne que Noreen et John étaient convaincus d'être responsables de la disparition de leur fils, mais les policiers étaient sûrs et certains de leur côté que l'homme n'était pas impliqué dans la disparition du garçon, notamment car ce dernier pouvait prouver qu'il avait été au Texas le jour de la disparition de Johnny. Les parents de l'enfant, cependant, sont restés convaincus que l'homme avait leur fils entre les mains pendant encore un long moment. Les tensions ont continué de monter entre les services de police de Des Moines et les parents de Johnny, et John et Noreen ont continuellement dit aux journalistes que la police était incompétente et ne faisait rien pour trouver leur fils, tandis que la police a déclaré qu'ils essayaient de faire leur travail et qu'ils en avaient assez que le couple essayait constamment de manipuler la presse à leur avantage.
Le procureur du comté de Polk, Dan Johnston, a noté que bien qu'il ait sympathisé avec le fait que le fils de John et Noreen était porté disparu, il n'avait cependant pas été très coopératif dans l'enquête. Les détectives voulaient mener des entretiens approfondis avec les parents de Johnny, mais ont trouvé que c'était impossible tant le courant ne passait pas entre eux et qu'ils étaient vraiment restés bloqués dans leurs idées et ne voulaient pas entendre les pistes des policiers. Après la disparition de l'enfant, il y a eu 2 cas de jeunes livreurs de journaux qui ont disparu, Danny Herbel et Christopher Paul Walden. Danny, âgé de 13 ans, a disparu le 18 septembre 83 à Bellevue, dans le Nebraska. Son frère avait vu Danny parler à un homme dans un véhicule de couleur beige quelques jours avant sa disparition. Son vélo et ses journaux ont été retrouvés sur sa route, mais Danny était complètement volatilisé. Son corps a finalement été retrouvé 3 jours plus tard sur une route de gravier à environ 7 km de son chemin habituel. Le garçon avait été lié, poignardé plusieurs fois et dépouillé de toutes ses affaires jusqu'à ses sous-vêtements. Le 2 décembre 1983, Christopher Walden, âgé de 12 ans, a disparu à Papillon, lui aussi dans le Nebraska. Oui, j'imagine que là-bas ils ne disent pas papillon, mais écoutez, ici ça me convient bien de le dire comme ça. Il a disparu à environ 5 km de l'endroit où le corps de Danny avait été retrouvé, et des témoins avaient vu un homme blanc dans un véhicule de couleur beige quelques jours auparavant tourner également dans son coin. Christopher a lui aussi été retrouvé 2 jours plus tard près des voies ferrées et avait, tout comme Danny, été dépouillé de ses affaires dont ses sous-vêtements et a été poignardé, mais lui n'a pas été retrouvé attaché. En raison du fait qu'il s'agissait de jeunes garçons autour de l'âge de Johnny Gosch et qu'ils étaient des livreurs de journaux tout comme lui qui avaient été vus parler à des hommes étranges dans des véhicules, beaucoup se sont demandé si ces 2 garçons pouvaient être liés d'une manière ou d'une autre à la disparition de Johnny. En janvier 1984, la police a découvert que l'homme qui avait tué les 2 garçons était finalement un technicien radar de la base aérienne d'Offutt nommé John Joubert. L'homme avait l'habitude de poignarder et de torturer des gens depuis sa jeunesse et était connu pour être un homme extrêmement sadique. Il avait assassiné un jeune garçon dans le Maine et avait tué plusieurs victimes au fil des ans. Le FBI a finalement réussi à retrouver John Joubert, à l'arrêter et à l'inculper de plusieurs meurtres. L'homme a avoué les meurtres, a été condamné à mort et a été envoyé à la chaise électrique le 17 juillet 1996. L'homme a cependant nié absolument tout lien avec le jeune Johnny Gosch. Peu après minuit, le 22 février 1984, Noreen a reçu 3 brefs appels téléphoniques d'un garçon qui suppliait pour obtenir son aide avant que la ligne ne s'éteigne. John était absent ce soir-là pour des causes professionnelles, mais Noreen a dit qu'elle était absolument sûre et certaine que la voix à l'autre bout de la ligne appartenait à son fils disparu, bien qu'il ait l'air d'avoir été drogué et qu'il avait du mal à énoncer des mots. Il a affirmé qu'il essayait de rentrer chez lui, mais n'a pas dit où il était, et les appels étaient malheureusement bien trop courts pour que la police ne puisse les géolocaliser. Déterminé à s'assurer qu'aucune autre famille n'avait à passer par ce qu'elle traversait, John et Noreen ont fait pression à la fois à l'échelle locale et nationale pour que des changements dans la façon dont les forces de l'ordre traitent les cas d'enfants disparus soient effectués. Suite à quoi, durant l'été 1984, l'Assemblée législative de l'Iowa a adopté le Johnny Gosch Bill, qui oblige la police à agir immédiatement lorsque des enfants ont disparu et que le jeu déloyal était possible. Il y a eu peu de mouvements sur le cas de Johnny au cours des mois suivants, mais il est revenu dans les gros titres à partir du mois d'août 1984 lorsqu'un autre garçon qui livrait des journaux à des moines a disparu dans les mêmes circonstances un dimanche matin. La disparition du jeune garçon nommé Eugène Martin, âgé de 13 ans, a cette fois-ci été prise au sérieux dès le début par les policiers, la traitant immédiatement comme un enlèvement possible plutôt que comme une potentielle fugue de l'adolescent. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve liant la disparition d'Eugène à celle de Johnny, certains enquêteurs ont vu l'affaire d'Eugène comme une deuxième chance de résoudre l'affaire de Johnny. S'ils pouvaient déterminer ce qui est arrivé à Eugène, peut-être qu'ils comprendraient ce qui est arrivé à la première victime. Malheureusement, les pistes étaient également rares dans le cas d'Eugène, et cette affaire semblait tout autant compliquée à résoudre que celle de Johnny. En août 1984, Noreen Gosch a témoigné sur le crime organisé et la pédophilie organisée lors d'une série d'audiences au Sénat. Elle a déclaré que c'était sa croyance que de riches pédophiles avaient organisé des réseaux d'enlèvement à travers les États-Unis qui enlèveraient de jeunes enfants pour les utiliser comme esclaves sexuels. À peu près à la Jeffrey Epstein, si jamais vous voyez de quoi je veux parler.
Et ça, c'était sa ferme conviction que son fils avait été enlevé par quelqu'un impliqué dans ce genre de trafic. La mère de famille a également été invitée à la Maison Blanche pour la cérémonie d'inauguration de Ronald Reagan. Toutefois, à cause de son témoignage, Noreen a commencé à être menacée de mort, mais ça ne l'a pas dissuadée pour autant dans sa quête de changement et de voir enfin une justice dans les cas de personnes disparues. En septembre 1984, la Dairy Anderson Erickson a décidé de mettre les photos de Johnny Gosch et Eugène Martin sur leur carton de briques de lait. La société laitière en question était originaire de Des Moines et ils espéraient que ça ferait plus de sensibilisation aux deux garçons disparus car les gens verraient leurs photos tous les jours pendant qu'ils buvaient du lait. En décembre 1984, le programme à but non lucratif National Child Safety Council a lancé le programme intitulé Missing Children Mic Carton Programme, dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître les enfants et aider à résoudre les disparitions. Cela a conduit à plusieurs photos sur des briques de lait à travers les États-Unis pour présenter des photos d'enfants disparus. 3 mois après son début, environ la moitié des entreprises laitières indépendantes avaient commencé à afficher des photos d'enfants disparus, dont Johnny Gosch. Cette pratique des photos d'enfants disparus sur les briques de lait s'est poursuivie dans les années 80, bien qu'elle ait ensuite été remplacée par le système d'Alert Amber en 1996. L'idée de mettre des enfants sur des cartons de lait semblait être une excellente idée en théorie, mais cette initiative a également été vivement critiquée pour avoir créé beaucoup de stress et d'anxiété chez les jeunes enfants, car ils regardaient les photos pendant le petit déjeuner tous les matins. Il y avait aussi le fait que les enfants blancs étaient principalement choisis pour être sur les cartons, tandis que les enfants noirs ou métissés n'étaient clairement pas autant représentés. Quoi qu'il en soit, au fil des ans, la famille Gosch avait embauché plusieurs enquêteurs privés pour retrouver leur fils. L'un d'eux était Ted Gunderson, un chef à la retraite du FBI de Los Angeles, et Jim Rothstein, un détective de police à la retraite de New York. L'un des enquêteurs qui avait travaillé avec Noreen était également un ancien combattant du Vietnam nommé Sam Soda. En 1984, Sam Soda s'était fait passer pour un agent des forces de l'ordre. Il a exposé Frank Sikora, un employé de Des Moines Register, comme un pédophile auprès de toute la communauté de la ville. Les crimes de l'homme n'étaient apparemment pas liés à l'affaire Johnny Gosch, ni à l'un des autres jeunes disparus de la région, mais il n'était clairement pas le seul pédophile à avoir travaillé au journal dans les années 80. Frank Sikora, âgé de 37 ans, a été accusé de maltraitance d'enfants et d'abus sexuels au 3e degré. L'homme avait été accusé d'avoir agressé des adolescents qui travaillaient en tant que livreurs de journaux, et il avait dit aux jeunes garçons à plusieurs reprises de venir dormir chez lui et qu'il livrerait les journaux tôt le matin. Frank s'était laissé filmer par le détective privé Sam Soda pendant ses déclarations parce que l'homme lui avait dit qu'il était avec la police. Après qu'il ait eu la confession enregistrée de 2 heures en sa possession, Sam Soda l'avait remise à la police et cela a été utilisé comme preuve pour arrêter l'homme. Quand il a été amené au poste et qu'un test de polygraphe a été effectué, il n'y avait aucune preuve suggérant que l'homme avait fait quoi que ce soit à Johnny Gosch, laissant malheureusement encore une fois à profond désespoir aux parents de Johnny. Au fil du temps, Noreen a commencé à carrément se méfier de Sam Soda parce qu'il avait l'air d'en savoir quand même beaucoup sur le cas de son fils. Après, j'ai envie de dire, c'était quand même son travail d'enquêter dessus, mais enfin, j'imagine qu'elle avait ses raisons. Et la police se méfiait également de l'homme, et elle a même commencé à le surveiller. Étrangement, dès que les policiers ont commencé à surveiller les mouvements de ce dernier, la famille Gosch a été inondée de menaces. Sam Soda n'a jamais été arrêté dans l'affaire de Johnny, bien qu'il soit resté sur le radar de la police pendant plusieurs années. En juillet 1985, John et Noreen ont dit aux journalistes qu'ils avaient reçu un billet d'$1 sur lequel était écrit la signature de leur fils et les mots « Je suis vivant ». Ils ont affirmé que 3 experts en écriture avaient examiné le papier et ont déterminé que l'écriture était certainement celle de Johnny. Noreen a déclaré que la famille avait réussi à lever $400,000 de récompense et qu'elle serait prête à négocier avec les ravisseurs de Johnny pour obtenir sa libération. Malheureusement, le couple Gosch était si désespéré à l'idée de revoir un jour leur enfant, et loin de moi l'idée d'émettre une critique, j'aurais fait sûrement pareil en tant que parent, et bien malheureusement, ils sont rapidement devenus des cibles faciles pour les escrocs. À la fin du mois de juillet 1985, ils ont déclaré qu'ils arrêtaient leurs efforts de recherche de manière publique, après avoir été escroqués de $11,000 par un homme qui prétendait que Johnny avait été mis en vente à Mexico, au Mexique. L'homme avait affirmé qu'il pouvait rendre Johnny à ses parents, moyennant des frais,
suite à quoi le couple avait accepté de donner la rançon. L'escroc a été retrouvé, inculpé et reconnu coupable de fraude et a été condamné à 3 ans de prison. Des années se sont écoulées et l'enquête sur la disparition de Johnny est littéralement tombée à l'eau. Sans aucune piste à suivre ni indice, il était impossible pour les enquêteurs de faire un travail de recherche. John et Noreen ont continué à faire tout ce qu'ils pouvaient pour trouver leur fils, mais l'affaire n'était plus une priorité dans la région de Des Moines. En juin 1988, dans l'espoir de relancer une nouvelle fois l'affaire, le FBI a publié une photo de Johnny avec une progression de l'âge montrant à quoi il pourrait éventuellement ressembler à l'âge de 18 ans. Noreen a d'ailleurs déclaré aux journalistes qu'elle et John étaient complètement satisfaits de la photographie, trouvant qu'il pourrait largement lui ressembler puisqu'ils ont retrouvé des airs de famille dessus. En avril 1991, la médium Greta Alexander a de nouveau offert son aide dans l'enquête et elle pensait cette fois-ci que Johnny était mort et que son corps était enterré dans une tombe peu profonde dans une région éloignée au nord-ouest de Des Moines. Sans autre piste à suivre, les détectives ont passé des heures à suivre ses instructions vers divers endroits, mais n'ont trouvé aucun indice sur l'endroit où se trouvait Johnny. À ce stade de l'enquête, John et Noreen étaient convaincus que leur fils avait été enlevé dans le cadre d'un réseau de pornographie juvénile, et en juillet 1991, un détenu dans une prison du Nebraska semblait confirmer leurs craintes. Paul Bonacci, âgé de 21 ans à l'époque, a été reconnu coupable d'abus sexuels sur 3 mineurs et a déclaré à un détective privé qu'il était l'un des 4 hommes qui avaient participé à l'enlèvement de Johnny Gosch. Dans une affaire sans rapport, cependant, un grand jury du Nebraska a déclaré que l'homme était le témoin le plus pathétique qu'il n'ait jamais rencontré, notant qu'il prétendait avoir 28 personnalités différentes et que son psychiatre a témoigné qu'il était incapable de dire la vérité. Alors que les autorités semblaient complètement rejeter les affirmations de Paul, les parents de Johnny croyaient fermement qu'il était sincère sur ce qui était arrivé à leur fils. L'avocat de Paul Bonacci, John DeCamp, croyait également qu'il disait la vérité, déclarant même ceci aux médias. « Mon client, sur cette affaire, n'a jamais changé de version. Il a donné une description du pantalon de Johnny, des noms sur sa chemise, des cicatrices sur son corps. » Selon Paul, il a vu Johnny pour la dernière fois en 1989 et selon lui, le garçon qui a d'abord été vendu à un pédophile du Colorado a été renommé Mark. Il est devenu un jeune homme d'environ 1m90, ses cheveux auraient été teints en noir, avant d'être finalement expédié aux Pays-Bas où la prostitution était légale. Paul Bonacci ne pouvait pas expliquer pourquoi Johnny était toujours retenu une fois qu'il était adulte, s'il avait réellement été ciblé par un réseau de pornographie juvénile, mais ça reste encore une fois sa version des faits. La police a interrogé l'homme, mais il n'a jamais été inculpé dans le cas de l'affaire de Johnny. Alors que le 10e anniversaire de la disparition du garçon approchait, John a admis qu'il espérait presque que son fils était finalement mort, déclarant ceci. « S'il a vécu 10 ans de pornographie et de pédophilie comme nous l'avons entendu, j'espère qu'il n'est plus en vie. Mais d'un autre côté, il est toujours notre fils. Nous aimerions le récupérer, mais l'état dans lequel il se trouverait est probablement indésirable. » Et je comprends d'un côté son père, même si ça me brise le cœur, parce que il doit aimer tellement son enfant qu'il doit se dire que plutôt que d'imaginer que son enfant vit des choses horribles et qu'il a vécu des traumatismes inimaginables, qu'il se dit finalement vaut peut-être mieux que le gamin se soit fait froidement assassiner plutôt qu'il ait eu à vivre et qu'il ait à vivre avec tout ça sur le dos. Après, d'un côté, comme il le dit lui-même, il rêverait que son enfant soit toujours en vie, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait déjà 10 ans que tu recherches désespérément quelqu'un, tu perds tellement espoir que tu en viens presque à espérer que cette personne soit décédée. Quoi qu'il en soit, moins d'1 an plus tard, malheureusement, après 26 ans de mariage, le couple a finalement choisi de divorcer. Quelques années plus tard, nouveau rebondissement et pas des moindres. Là, pour le coup, je pense que vous allez tous être choqués parce que personnellement, en apprenant ça, j'ai été complètement choqué. Lorsque Noreen a déclaré et affirmé, en février 1999, qu'elle avait reçu la visite de son fils, Johnny, en 1997. Oui, qu'elle avait reçu la visite de son fils, Johnny, qui est porté disparu depuis l'année 1982. Quelqu'un, selon ce récit, aurait frappé à la porte de son appartement à 2h30 du matin. Selon elle, c'était son fils, Johnny, qui était accompagné d'un homme inconnu qui ne s'est pas présenté tout le long du temps qu'ils étaient là.
Johnny avait donc 27 ans à cette époque et il aurait prouvé son identité à Noreen, notamment en lui montrant une marque de naissance qui était située sur sa poitrine. Le jeune homme portait un jean et un manteau d'hiver sur sa chemise, ses cheveux étaient jusqu'aux épaules et étaient teints en noir. Elle l'a reconnu comme son fils et ils se sont embrassés. Au cours de la visite, qui avait duré environ 1 heure et demie, Johnny regardait continuellement l'homme inconnu pour obtenir la permission de parler, comme s'il était vraiment inquiet qu'à tout moment, cet homme puisse lui faire quoi que ce soit à lui, voire même à sa mère. Johnny a déclaré à sa mère qu'il s'était échappé de ses ravisseurs et qu'il avait été victime d'un réseau de pédophiles de des moines qui emmenaient des enfants comme lui dans la ville. Il avait été mis de côté une fois qu'il était considéré comme trop vieux et il lui a dit qu'il était complètement terrifié pour sa vie. Johnny aurait déclaré à sa mère qu'il vivait sous un faux nom parce qu'il ne se sentait pas assez en sécurité pour rentrer chez lui. Le jeune homme a refusé de lui donner son adresse et elle n'a donc pas pu le contacter après cette visite. En effet, le jeune homme avait été averti que Noreen serait tuée s'il avait essayé de la contacter et il avait craint de lui rendre visite au cas où quelqu'un se vengerait. Johnny lui aurait également dit qu'il ne se sentirait jamais en sécurité jusqu'à ce que les personnes qui lui avaient fait ça soient soit arrêtées, soit mortes. Lors de cette visite, Johnny aurait demandé l'aide à sa mère pour obtenir justice et au cours de leur conversation, Johnny a confirmé l'histoire de Paul Bonacci, déclarant qu'après son enlèvement, ils avaient été enfermés dans une pièce ensemble. Peu de temps après, John avait été vendu à The Colonel et transporté à travers le pays, déclarant qu'il était utilisé par de nombreux hommes d'affaires et politiciens riches. Noreen et John Gosch avaient divorcé depuis déjà 4 ans en 1993 et John a déclaré publiquement que parce qu'il n'était pas présent lorsque la visite entre la mère et le fils a eu lieu, il n'était pas sûr que ça s'était réellement produit. Il y a eu plusieurs spéculations sur la question de savoir si ça s'était réellement produit et certains pensent que c'était peut-être quelqu'un qui se faisait passer pour Johnny Gosch et d'autres étaient persuadés qu'effectivement l'histoire pouvait carrément être vraie. L'histoire de Noreen sur le fait de voir son fils des années après sa disparition avait conduit à beaucoup de spéculations et de théories du complot. La police n'a pas été en mesure de déterminer si l'histoire de Noreen était vraie ou non, mais Johnny Gosch était toujours considéré, quoi qu'il en soit, comme une personne disparue. Paul Bonacci, qui s'était présenté en 1989 en déclarant qu'il avait aidé à kidnapper le garçon sous la contrainte, a également déclaré en 2023, donc c'est extrêmement récent, c'est il y a moins d'1 an, qu'il était au courant de cette visite de Johnny Gosch à sa mère en 1997. Il a également déclaré que Johnny lui avait rendu visite à plusieurs reprises et qu'il savait que Johnny Gosch était toujours en train de se cacher. Paul a également déclaré qu'il savait que Johnny et sa partenaire attendaient un enfant. Malgré tout, John a accusé Noreen de simplement tout inventer, soulignant que si Johnny était vraiment retourné à Des Moines, il se serait naturellement dirigé vers la maison où il a grandi et pas dans le nouvel appartement de sa mère. Après, encore une fois, s'il s'est caché pendant tout ce temps, peut-être qu'avant de se rendre à Des Moines, il avait pris soin de savoir que ses parents ne vivaient plus ensemble, qu'ils ne vivaient plus dans la maison familiale et qu'elle avait tout simplement déménagé. Je pars du principe que si cette histoire est vraie et qu'il a réellement peur pour sa vie, avant de prendre le risque d'aller voir l'un de tes parents, de te rendre en ville là où tu as été kidnappé, eh bien tu fais simplement en sorte de savoir à l'avance où il faut te diriger, puisque je pense qu'il était suffisamment intelligent à l'âge de 27 ans pour se dire que potentiellement ses parents étaient morts, que potentiellement ils avaient déménagé, divorcé ou autre. Quoi qu'il en soit, Noreen a déclaré à son tour que John était simplement jaloux parce que leur fils avait choisi de lui rendre visite à elle et non à lui. Les détectives ont lancé plusieurs appels publics pour que Johnny les contacte dans l'espoir et dans l'éventualité que cette affaire soit vraie, mais n'ont jamais été en mesure de prouver qu'il était encore en vie ou non. L'affaire avait de nouveau fait les gros titres en août 2006, lorsque Noreen a reçu plusieurs photos par la poste qu'elle croyait être de Johnny peu de temps après son enlèvement. Sur l'une des photos, il était sur un lit avec 2 autres jeunes garçons, tous les 3 étaient liés et bâillonnés. Noreen a immédiatement remis les photos à la police qui a pu déterminer que le garçon sur la photo n'était absolument pas Johnny Gosch. Les photographies avaient en fait l'objet d'une enquête par la police en Floride à la fin des années 1970 et elles ont été en mesure d'identifier les garçons et de confirmer qu'aucun jeu déloyal n'était impliqué. Les garçons ont affirmé qu'ils avaient simplement un concours pour voir qui pouvait échapper à leur fixation le plus rapidement possible.
Un détective à la retraite en Floride a déclaré à la police de Des Moines qu'il se souvenait d'avoir enquêté sur les photos à Tampa en 1979 ou 80. Il était catégorique sur le fait qu'aucun crime n'avait été commis. Pourtant, Noreen a contesté ça, encore une fois, insistant sur le fait que son fils était l'un des garçons sur la photo. Elle a affirmé avoir été contactée par la mère de l'un des autres garçons sur la photo, qui a dit que son fils avait disparu à peu près au même moment que Johnny. Des années plus tard, dans le documentaire de 2014 intitulé Who Took Johnny, les forces de l'ordre ont confirmé que les 3 garçons sur la photo avaient été identifiés et que Johnny Gosch n'était pas dessus. La photo de l'autre garçon n'était toujours pas identifiée et Noreen Gosch a continué à déclarer que c'était son fils disparu. Noreen croyait fermement qu'il y avait des trafiquants d'êtres humains dans tout le pays, en particulier à Des Moines. Au cours des dernières décennies, elle avait été au courant d'un grand nombre d'autres cas de personnes enlevées. Certaines d'entre elles ont été ramenées chez elle en toute sécurité, mais cette dernière était convaincue qu'elle savait exactement ce qui s'était passé. Il a été enlevé dans la rue dans le but de le mettre dans un réseau de pédophiles. Même après 4 décennies, elle est toujours en colère contre la façon dont l'enquête a été menée et ne fait toujours pas confiance à la police. Elle a refusé de fournir un échantillon de son ADN pour une base de données nationale sur les personnes disparues parce qu'elle se méfiait de ce que la police ferait réellement avec ces informations. John, de son côté, n'avait pas de telles craintes et n'a eu aucun problème à soumettre son ADN, en espérant finalement que ça finirait enfin par aider à identifier son fils. Il a admis qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qui était arrivé à Johnny, mais qu'il croyait malgré tout qu'il avait été enlevé. Mais il n'était pas sûr que son enlèvement avait quelque chose à voir avec la pornographie juvénile. Il savait simplement qu'on lui avait volé le fait de voir son fils unique grandir. Noreen a dit qu'elle ne voulait rien de plus que de voir son fils une fois de plus, mais pas si cela signifiait de risquer sa vie. S'il est encore en vie, je veux que Johnny sache que je l'aime. Mais je ne vais pas essayer de le forcer à rentrer à la maison pour quelque chose qui le blesserait. Et ça fait mal. Une photo de Johnny vieilli a été publiée en 2021. En février 2024, Johnny est porté disparu depuis près de 41 ans. Et les détectives n'ont aucune idée s'il est vivant ou mort. Sa mère, qui a toujours été sa plus grande défenseuse, reste convaincue que c'est Johnny qui lui a rendu visite en 1997. Et si c'est vrai, il est certainement possible qu'il soit encore en vie et qu'il vive quelque part sous un nom présumé, et c'est d'une chose dont elle est vraiment sûre et certaine. Pour elle, Johnny a à présent un enfant, il est toujours avec sa femme, et il vit sa petite vie tranquillement, loin de ce réseau présumé pédophile qui l'aurait kidnappé, arraché à sa famille et lui aurait volé son enfance. C'est donc tout pour cette affaire, qui est relativement longue, et j'espère avoir pu apporter quelques précisions que vous n'aviez pas forcément entendues ailleurs. J'en ai enlevé également certaines afin que ça ne soit pas trop long. Tout ce qui, je sais, n'avait pas vraiment de piste et qui était inutile au bon sens de l'histoire, j'ai préféré l'enlever afin que vous puissiez vous-même vous retrouver dans cette affaire. Effectivement, ce n'est pas non plus la première fois qu'on entend parler de ce genre de réseau de pédophiles qui kidnapperaient des enfants afin de les mettre à disposition d'hommes riches, d'hommes politiques et de tout ce joli monde. Il y a plusieurs affaires qui sont sorties dans le genre et je suis quasiment sûr qu'effectivement ça existe dans le monde. Est-ce que Johnny Gosch faisait partie de ces enfants? Malheureusement, on ne le saura jamais. J'espère quand même que c'est bel et bien lui qui a rendu visite à sa mère en 1997, qu'il est encore en vie aujourd'hui, qu'il vit sous une autre identité, qu'il soit bel et bien marié avec une femme et qu'il ait un enfant avec, qu'il vive sa meilleure vie finalement malgré tous les traumas liés à cette enfance désastreuse qu'il aurait vécue. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, si vous la connaissiez déjà ou non, si pour vous c'est dû à un trafic d'enfants ou non. J'ai déjà hâte de vous lire, merci à vous et n'hésitez pas à nous soutenir si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit like, des commentaires, aux abonnant juste en dessous ce n'est toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, ciao.